Bonjour à tous pour ce décryptage titré La France est bien le dernier pays communiste, tourné le mardi 24/03 pour que vous puissiez la voir si possible mercredi en raison du souplisseau qui me relie à Internet. Dans la mesure où j'ai la chance en ce moment d'habiter au milieu de rien et en raison du confinement. Donc pour faire plus digeste, j'ai décidé d'adopter trois formats en plus de la formation à la gestion de crise, un format décryptage et uniquement décryptage de 20 à 30 minutes, mise en ligne dans la mesure du possible pour le mercredi, un format Zoom avec les domaines impactés. Donc on va prendre un domaine par Zoom et puis on va creuser un peu, pareil 20 à 30 minutes. Sur l'aspect médical et sanitaire, je donnerai un avis, mais je donnerai un avis autre que médical. Et puis j'essaierai dans la mesure du possible que ces Zooms vous parviennent pour le week-end. Donc vous connaissez le principe, les ondes de choc systémiques, avec comme première finalité d'anticiper les conséquences. Et puis surtout au final, d'aller chercher des opportunités, parce que derrière toute crise, je vous l'ai déjà dit, il y aura des opportunités. Donc j'ai oublié le symbole, le temps qui passe, qui maîtrise le temps maîtrise la crise. Apparemment, tout le monde ne l'a pas saisi. On va couper l'audio, voilà. Et puis un troisième format, un petit format de coup de gueule, parce que ça fait du bien et que cela peut humblement aider, comme pour les masques, mon coup de gueule sur les masques des infirmières libérales, où les libéraux bretons vont enfin toucher 1 million de masques qui viennent d'arriver à l'ARS en provenance des collectivités locales. Le tout, encore une fois, pour ne pas rajouter du bruit au bruit, ni critiquer pour critiquer, mais pour essayer de comprendre au-delà de l'évidence et au-delà de ce qu'on nous dit. Donc, après ces précisions, on attaque le décryptage du jour pour 20 minutes. Donc, le confinement, écrit en un seul mot, qui va être bien évidemment prolongé, comme je l'avais évoqué dès le début de ces interventions, et durci pour les braves gens. Mais durci du bout des lèvres et de façon supportable pour l'économie, puisqu'il y a une espèce d'incompatibilité entre un confinement ferme et durci, et puis éviter surtout la paralysie économique vers laquelle on se dirige. Donc le ministère du Travail et l'Inspection du Travail se sont chargés de remettre quelques secteurs d'activité au boulot. Confinement réservé aux braves gens, puisque, comme le disent certains articles, alors je précise, tout est documenté, d'une part dans la présentation de cette vidéo, mais surtout sur le site ZenCrise, ZenList ZenCrise, où vous retrouverez la version papier et les liens. Donc apparemment, confinement qui n'est pas appliqué par tout le monde, puisque certains quartiers dits difficiles, ou je ne sais plus comment ils appellent en novalangue, mais non seulement le confinement n'est pas respecté, mais en plus le deal de shit bat son plein. Évidemment, aujourd'hui, la République n'a plus l'envie ni les moyens d'aller faire respecter ça. Et puis le shit, c'est aussi une façon de maintenir, comme le pain et les jeux, c'est aussi une façon de maintenir un peu la paix. Donc deux bons papiers en référence. Sur la durée du confinement, pour rappel, une nouvelle fois, à l'époque de la grippe H1N1, l'OMS avait prédit une durée de la crise à proprement dit de 8 à 12 semaines. Donc il n'y a pas de raison qu'on y échappe. Il est décidé, donc il faut l'appliquer, il faut le respecter, ne serait-ce que par respect pour les soignants, qui sont aujourd'hui les nouveaux héros que l'on met en scène pour masquer les conditions dans lesquelles on les envoie au front, et je ne reviens pas dessus, j'en ai suffisamment parlé. Mais confinement qui n'a rien du choix d'un stratège ni d'un comité scientifique, c'est simplement le choix du pauvre qui subit des dizaines d'années de restrictions budgétaires
propre à bien des pays libéraux, on n'est pas les seuls, il n'y a qu'à regarder autour de nous. Moyens qui sont à comparer au nombre de lits de réanimation dont dispose l'Allemagne par exemple en ce moment, ou à celui de la Corée du Sud, qui elle a eu les moyens de fournir des masques à tous ses citoyens et a les moyens de pratiquer des tests à grande échelle, ce qui fait que les gens qui étaient contaminés, ils les ont mis de côté. Il y a eu moins de contamination parce que masque à tout le monde et à volonté. Et puis du coup, le résultat, la conséquence des conséquences, c'est que leur économie, elle, n'est pas à l'arrêt comme l'est la nôtre avec les difficultés qu'elle va avoir à repartir. Mais il faut dire que non seulement la Corée du Sud a investi depuis 10 ans très lourdement dans sa sécurité sociale et puis son réseau sanitaire, son système sanitaire, et bien que la Corée soit plus proche de nous que nous de la Chine, elle a réagi bien avant nous et elle a mis des plans en application dès les premiers symptômes en Chine. Il n'y avait pas besoin d'être un grand stratège pour se dire qu'à l'heure de la mondialisation des avions qui circulent dans tous les sens, ce qui se passait en Chine allait forcément arriver chez nous. Chez nous, je crois que le premier patient chinois infesté a été détecté vers le 20 ou 25 février. Et puis, à ce moment-là, on a commencé à dire, début mars, aux libéraux, on va vous envoyer des masques. Il en fallu que le gouvernement avoue plus ou moins facilement et surtout sous la colère du terrain que les stocks n'avaient pas été renouvelés d'une part depuis des années. Alors maintenant, tous les ministres, les ex-ministres vont justifier, ça on n'en doute pas. Mais c'est surtout qu'on rabotait tous les budgets, que ce soit ceux du système hospitalier, et ce n'est pas faute pour les urgentistes, les infirmiers et tout le personnel d'avoir manifesté et d'avoir crié au loup, mais pour de bon. Mais budget qu'on a également raboté aux douanes, aux armées et partout où il y a des moyens qui manquent aujourd'hui. Par ailleurs, temps de réaction pour commander les masques, puisque au moment où le ministre a annoncé que les masques allaient arriver, la commande n'avait apparemment toujours pas été signifiée aux industriels, qui avaient pourtant prévenu et qui, entre-temps, travaillaient pour le ministère de la Santé anglais et d'autres pays qui, eux, avaient pensé à commander. Donc si on ajoute à cela une communication de crise pour la moins incompréhensible, voire foireuse, et une gestion verticale à la mode soviétique, grosse plainte, et on a le résultat que l'on connaît, c'est-à-dire un premier ministre qui dit restez confiné, un ministre du Travail qui dit restez aller travailler, et puis des gens qui ne savent plus trop où on en est. Nos dirigeants ont préféré masquer la faillite politique, industrielle, morale, éthique et tout ce qu'on le veut du pays par des opérations qui font de belles images sur BFM Télé. BFM Télé qu'il faut pas, enfin c'est comme le shit, hein, tout abus est dangereux. Mais néanmoins, ça fait des belles images. Donc on montre les militaires qui installent un hôpital de campagne, 30 lits, par ailleurs disponibles à moins d'une heure d'hélico et notamment dans des cliniques privées qui sont laissées en second rideau. Ou bien le porte-hélicoptère, le Tonnerre, un porte-hélicoptère pour transférer 8 malades de Corse à Marseille ou à Toulon, qui globalement doit se trouver à moins d'une heure d'avion. En revanche, à côté de ça, on met un porte-hélicoptère à l'eau pour amener 8 malades, ce qui est très bien. Encore une fois, un Transal ou un avion de transport aurait peut-être fait aussi bien qu'un moyen aussi lourd. En revanche, on n'a toujours pas les moyens de tester nos soignants qui, d'une part, sont dans le doute, donc psychologiquement, je vous laisse vous mettre à leur place, et puis d'autre part, qui font forcément courir des risques de contamination. Mais rassurez-vous, nos ministres nous ont dit que les tests ont été commandés, donc on n'a pas de raison de douter qu'ils sont les seuls en ce moment sur le marché mondial et que ça va arriver très vite. En parlant de nos militaires, juste une question comme ça. Avez-vous entendu parler de ceux qui sont engagés en ce moment au Sahel,
depuis que BFM a trouvé de nouveaux héros à médiatiser, à croire qu'au Sahel, il ne doit plus rien se passer. D'ailleurs, il ne doit plus rien se passer dans le monde ailleurs que le coronavirus, si on en croit BFM. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre ces héros qu'on met en avant et qu'on applaudit à juste titre, parce que, encore une fois, et les premiers morts chez les soignants sont là pour nous le dire, pour nous le rappeler si besoin était, ces gens vont au combat comme nos militaires vont au combat. Les derniers, maintenant, on a pris l'habitude de les honorer sur le pont Alexandre III quand malheureusement on a des pertes à comptabiliser. Eh bien, aujourd'hui, on honore ces nouveaux héros parce que toutes les démocraties ont besoin de héros, et puis surtout, ça permet une certaine union nationale autour des dirigeants. Ceci étant, la communication, ça a ses limites, et les Français ont beau être les rois du système D et de la résistance, il arrive un moment où il va être grand temps effectivement de fermer l'ENA, depuis le temps qu'on en parle, et de dégraisser les mammouths pour laisser des gens, les milliers de petites fourmis agiles et ingénieuses, faire ce qu'elles savent faire, faire de la médecine, faire des soins, faire des opérations militaires et faire ce qu'il y a à faire. Après la crise, je pense qu'il sera grand temps de renverser la table. Et là aussi, je vous ai mis un bon article en référence. Il sera grand temps de renverser la table pour voir ces blouses blanches qui vont devenir des blouses noires, ainsi que les faiseurs remplacer une bonne fois pour toutes les diseurs des beaux quartiers et des belles écoles. Donc oui, la France, oui pour moi, la France est bien le dernier pays communiste. Alors je ne sais plus qui avait sorti cette expression, mais je la trouve tellement bien avec notre gestion à la verticale, avec nos strates de fonctionnaires et de décideurs. Voilà, les chiffres de la diapo parlent d'eux-mêmes. Hein. Alors si vous ne voulez pas comparer à la République populaire de Chine, prenez la Corée du Sud, la Suisse, la Finlande, alors plutôt que l'Italie, hein, c'est toujours plus facile de se comparer en haut, ça tire vers le haut. L'Espagne, lourdement touchée, vient d'installer en 12 heures à Madrid un hôpital de 1300 lits équipé de bouteilles d'oxygène. Mais c'est vrai que l'Espagne n'a pas l'ENA, et puis apparemment l'Espagne a su passer en mode combat en s'affranchissant des nombreuses strates administratives dont je viens de parler. De toute façon, l'heure n'est pas à la comparaison entre les pays, parce que ce qu'aura mis en avant le corona, c'est surtout un déclin de l'Occident, dont la Chine et d'autres vont profiter pour s'engouffrer dans le vide qu'on va laisser. Voilà. On va commencer notre tour d'horizon par le côté médical, bien qu'évidemment, encore une fois, je ne donne pas d'avis médical, mais je me contente de regarder ce qui se passe. Et qu'est-ce que je vois en ce moment? Je vois un médecin aux cheveux longs, assez non-conformiste, qui a déjà fait parler de lui, qui prend les mandarins, les instances officielles et les labos à contre-pied en utilisant un médicament à 10 centimes, connu depuis des dizaines d'années, et notamment en premier lieu par les militaires qu'en ont usé pendant de nombreuses années, apparemment sans effet secondaire, puisque c'était fait c'était un cachet qu'on appelait anivaquine, qui était fait pour lutter contre le paludisme. Donc le problème, c'est que cet empêcheur de tourner en rond, qui applique des méthodes conventionnelles dans une situation non conventionnelle telle que décrite par nos propres dirigeants, avec une logique de médecin de guerre, puisque selon le chef des armées lui-même, on est en guerre, donc... Et ce médecin, il n'est pas le premier venu. Il fait même partie des sommités mondiales sur son sujet et collectionne des publications scientifiques. Alors, malgré les déclarations politiquement incorrectes où il déclare qu'il fait le job de médecin, qui consiste à faire un diagnostic et derrière de prescrire le médicament dont on dispose et dans l'intérêt du patient, les politiques, eux, font ce qu'ils veulent. Alors, c'est probablement son CV qui aurait poussé Emmanuel Macron à l'intégrer au comité scientifique. Et il fallait au moins ça, parce que
parce qu'il ne dispose pas que d'amis, ce médecin. Alors là, je ne prends pas une position médicale à savoir s'il faut prendre de la Nivaquine ou pas. De toute façon, de la Nivaquine, il n'y en a pas eu dans les pharmacies parce que bien évidemment, tout le monde s'est rué dessus et apparemment les lots auraient été rachetés par la Chine et probablement les États-Unis. Donc ce médecin n'a pas que des amis et notamment, il a eu quelques mailles à partir avec M. Lévy, qui était le directeur de l'INSERM, qui a fait retirer à son laboratoire l'agrément INSERM et CNRS avec ce que ça sous-entend derrière comme capacité à faire de la recherche et puis les financements qui vont avec. Or, M. Lévy, et encore une fois, je ne suis pas dans la théorie du complot, mais force est de constater que M. Lévy n'est autre que le mari du soldat Buzyn envoyé Manu Militari mener la bataille de la mairie de Paris, qui par ailleurs était déjà perdue d'avance. Mais avec du recul, à mes yeux, aujourd'hui, cette affectation, pour le moins express, prend plus la forme d'une exfiltration du soldat Buzyn plutôt que d'une promotion. Ce d'autant plus que les esprits, on va dire, les esprits polémiques qui en ce moment se défoulent sur la toile ont mis en avant que M. Lévy avait inauguré un laboratoire P4 dans la province chinoise à Wuhan, qui a été le centre de l'épidémie, donc un laboratoire P4, c'est-à-dire hautement protégé pour travailler sur les virus, au titre de l'Institut Pasteur et en collaboration avec un institut chinois. Madame Buzyn, en tant que ministre de la Santé, est également à l'origine de la classification au mois de janvier, donc c'est pas vieux, hein, mois de janvier, classification de la chloroquine, c'est-à-dire la molécule en question, expérimentée par le professeur Rouault donc de l'Institut de Marseille, dans la catégorie des substances dangereuses. Alors, encore une fois, je ne porte pas d'avis, mais là, je dois avouer que c'est dur à voir autre chose qu'un hasard persistant. Entre-temps, M. Lévy a été exfiltré également et a été remplacé à la tête de l'INSERM en janvier 2019 par Gilles Bloch. Donc, après ou malgré le coup de gueule de l'ancienne ministre de la Santé, elle vient d'être reclassée chez Unicancer, la Fédération des centres de lutte contre le cancer. Alors, on nous précise, Unicancer précise qu'elle intervient à titre gracieux et pour l'instant de manière ponctuelle en tant que conseillère en charge des affaires stratégiques et de la gestion de crise pour Unicancer qui fédère les 18 centres de lutte contre le cancer français. Voilà la déclaration officielle d'Unicancer. C'est certainement pas du pantouflage, je pense, pas possible. Donc encore une fois, je laisse ça au hasard. En attendant, il n'y a plus de Nivaquine, comme je l'ai dit, dans les officines. Et même le journal du peuple, l'Humanité, y va de ses louanges sous le titre « Les effets secondaires du Doliprane sont bien pires que ceux de la chloroquine ». Voilà. Donc apparemment, en ce moment, le grand sujet, c'est doit-on laisser ce médecin aux cheveux longs faire son job de médecin? Juste une parenthèse, il y a un fabricant de chloroquine en France et il est en redressement judiciaire. Dommage. Donc, hors de mon champ de compétences, je m'arrête là pour la médecine et puis on va survoler les autres. Côté économique, eh bien, la situation est assez simple. C'est un véritable tsunami qui arrive et dont on mettra probablement longtemps à se remettre, comme l'affirme l'OCDE hier. Pour moi, on peut être, en fonction de la profondeur de la crise et surtout de sa durée, on est potentiellement parti pour un cycle de 10 ans, du moins pour ceux qui survivront. Donc, je n'arrive pas à lire c'est McKay, l'auteur de ce dessin, qui est parfait pour représenter ce qui nous arrive. Une petite vague ou une grosse vague, le Covid-19, et derrière le tsunami, qui va être la récession. Ce n'est pas terminé, mais là, honnêtement, quand je vois mes copains entrepreneurs, ça commence à faire dur. Et donc, certes, on va en sortir un jour,
Par contre, je ne sais pas dans quel état, ou du moins pour l'économie. Alors un petit détour par la géopolitique et la diplomatie. La diplomatie des masques que la Chine offre, mais pas que la Chine, la Russie aussi, le Venezuela, Cuba et d'autres proposent leurs services à l'Occident. Ceci étant, pendant ce temps-là, en France, la guerre des affaires continue, et pas seulement pour les labos, mais également, là je suis resté un peu surpris, pour des raisons annoncées comme purement financières, il serait question de faire jouer les matchs de foot de la Ligue 1 avant le mois de juillet. On se demande si des fois les gens ont la notion des choses. Et à ce sujet, le 19 février, plus de 40 000 supporters assistaient à Bergame, donc le centre de l'épidémie en Italie, la ville épicentre, à un match de foot entre Atlanta et Valence. Et les épidémiologistes italiens disent que ça a été simplement une bombe biologique. Et à côté de ça, la fédération de foot, ou je ne sais qui, nous parle de refaire jouer les matchs de foot. Ceci étant, encore une fois, du pain et des jeux, ça a toujours fonctionné. La situation des entreprises, alors que le ministère du Travail exhorte ce matin les gens d'aller travailler. Globalement, à ce jour, il y a à peu près un tiers des salariés qui sont au boulot, un tiers en télétravail et un tiers en chômage technique. Pour les indépendants, on les a nationalisés à 1 500 € par mois. En revanche, pour les kinés, orthoptistes et autres libéraux qui ont attendu le dernier moment pour fermer leur cabinet, apparemment, c'est un peu comme dans la chanson du boudin de la Légion. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ben pour eux, apparemment, ça va être dur d'en avoir puisqu'ils n'auront pas leurs 70% de perte de chiffre d'affaires sur le mois de mars. Donc, toutes ces situations, ça ne va pas manquer de creuser les ruptures sociales avec ce qui est perçu par les ouvriers qui, eux, doivent aller mettre les mains dans le cambouis et qui ne peuvent pas travailler, contrairement aux cadres et aux administratifs, comme une injustice et une inégalité de plus. Mais nous verrons ça dans le zoom sociétal qui sera probablement le prochain. Donc, joker temps, le président l'a dit, c'est sans compter, mais sans compter tant qu'il y a des prêteurs d'argent sur le marché. Et c'est bien là le problème, parce que si les taux augmentent, ce qui ne va pas tarder à arriver, comme je l'ai dit dans le Zoom Finance la semaine dernière, si les taux augmentent, eh bien ma foi, ça va être bien dur pour nos enfants et petits-enfants de payer nos dettes actuelles dues au corona, mais tous les 3% qu'on accumulait par an. Retour sur la finance, donc, un saut vite fait, le SP500, donc l'indice américain. Vous voyez, je ne vais pas trop détailler, mais globalement, il a enfoncé le support des 2004. Là, il va vers le support des 2000. Alors, les supports des 2000, alors les supports, ce sont des seuils psychologiques et techniques qui servent de support, comme leur nom l'indique, et qui sont théoriquement le point où les cours rebondissent. Là, apparemment, ce n'est pas parti pour. Et le prochain support, eh bien, c'est les 1100 points. Après ce premier support de 2004, eh bien, c'est simplement l'inconnu. L'inconnu ou 1929 qui a mené à 1936, qui lui-même a mené à 1940. Sur le CAC 40, j'ai oublié 40 sur la diapo, idem, forcément, on ne fait pas mieux. Ça me rappelle la remarque de mon copain Christophe qui, au début de la crise du corona, me disait le seul avantage que ça aura, c'est que je pourrais peut-être acheter du 4 à 2400. Eh bien là, le 4, il est bien parti pour aller chercher, pas les 2004, mais les 2008. Donc, combien de temps derrière il va falloir pour remonter? Pour moi, on est parti sur un cycle de 8 à 10 ans, mais ça va dépendre avec quelle vigueur ça va remonter. Par contre, là, pour les traders, ceux qui savent faire, il va y avoir des belles opportunités parce qu'avec une telle vitesse de chute, la remontée, elle peut être soit toute mollassonne si la confiance ne revient pas, mais si jamais l'économie arrive à redémarrer, les marchés financiers, au moins une partie des marchés financiers, vont présenter de très belles opportunités avec des démarrages en côte impressionnants pour ceux qui sauront faire. Par contre, le risque là, pour notre économie, c'est que les Chinois et autres investisseurs étrangers
fassent leurs courses à bon compte. Sur l'aspect matériel, je vous conseille, pour autant que je puisse me permettre de donner des conseils, de maintenir votre niveau de stock au niveau haut parce que ça va durer et ça va se durcir. Ça va se durcir dans la mesure où le confinement va se durcir et que le taux de malades allait augmenter. Encore une fois, les problèmes seront pas des problèmes seront des problèmes d'approvisionnement, voire les agriculteurs qui aujourd'hui appellent à l'aide également via leur ministre parce qu'il n'y a plus de bras pour ramasser les fraises, les salades et je ne sais quoi, et puis les salades elles ne vont pas rester en serre éternellement. Pendant ce temps, donc effectivement, les poissons ont la vie belle dans nos mers et ça va leur faire du bien pour se repeupler, mais les pêcheurs, eux, sont taquets. Sur l'aspect politique et sociétal, ça fera l'objet également d'un prochain Zoom sur la base des enseignements de Gustave Le Bon, toujours mes bibles là, psychologie politique et défense sociale et la psychologie des foules. Et là, je pense que Gustave Le Bon lui-même n'aurait pas rêvé d'un si beau coup, parce que là, chapeau bas, par la dernière loi votée, malgré quelques réticences de l'opposition, on a mis à mal, on a tapé dans les 35 heures, on a tapé dans les congés payés, on a tapé dans les jours fériés, enfin, on a tapé partout comme le gouvernement n'aurait jamais pu le rêver. Certes, cette loi d'exception a sa raison d'être, par contre, il eût été bien qu'elle soit limitée dans le temps. Donc si sur le fond l'état d'urgence se justifiait, encore une fois, je ne peux que le mettre en parallèle avec la montée du taux de confiance des Français envers Emmanuel Macron, puisque sa cote de confiance a pris 13 points pour arriver à 51%. Je pense que s'il était touché par le coronavirus et sauvé par de la Nivaquine, par exemple, ça serait 80%. La géopolitique fera également l'objet d'un zoom particulier. Et donc, je voudrais finir ce décryptage par mettre en avant quelques opportunités, parce qu'encore une fois, comme dans toute crise, il y en a, même si ce n'est pas simple de les voir, parce qu'on n'a pas la tête à ça en ce moment. Si je prends l'aspect sociétal, il y a une opportunité à laquelle j'ai du mal à croire, mais dont je pourrais rêver, qui consisterait à renverser la table, effectivement, à la fin de cette crise, pour reprendre à nos élites le pouvoir qu'on leur a confié et dont ils abusent depuis des années pour éviter de laisser s'installer une tyrannie de fait, parce qu'on est bien parti vers ça, et on en reparlera sur le prochain Zoom. L'aspect financier, je reviens dessus. Plus les marchés sombrent vite et plus ça remonte fort sur les 2-3 premiers mai pour les gens qui sauront faire. Donc je vous invite à retrouver les liens sur le Zoom finance de la semaine dernière, tout en sachant qu'apparemment l'or physique devient difficile à trouver. Sous l'aspect économique et entrepreneurial, même si vous êtes chef d'entreprise en ce moment en plein plan de continuité d'activité avec toutes les difficultés sur lesquelles on échange tous les jours au téléphone, et notamment les difficultés de trésorerie, je pense qu'il faut déjà préparer le plan de sortie de crise, parce qu'il y aura forcément des belles opportunités qui vont naître de ces crises et des enseignements dont on va pouvoir tirer. Le monde ne sera pas comme avant, il sera différent. Oui, aujourd'hui, les GAFA, de par leur puissance financière, vont être ceux qui vont s'en sortir le plus, le e-commerce et tout ça, mais il va également y avoir peut-être des questions à se poser, et là j'aborde le plan développement personnel, en vous posant les bonnes questions sur l'essentiel de la vie, en lisant par exemple mon livre, Osez ne pas perdre votre vie à essayer de la gagner, Osez la start-up du contournant agile 4.0, et je pense que l'agilité va être le mot-clé de cette sortie de crise. Donc, si vous ne le trouvez plus en ligne, j'en ai quelques-uns. L'adresse toujours, contact@zencrise.fr. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Les références citées donc, sont dans la description de cette vidéo.
mais sont aussi et surtout sur le site Zenlist où j'ai fait l'effort de mettre la version papier, les diapos et tous les liens sur les références, ainsi que ma bibliographie. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne, sur Facebook, puisque Zencris vient d'ouvrir une page Facebook, mais surtout prenez soin de vous. Le pire n'est jamais sûr, surtout quand on s'y est préparé. Amis Zencris, merci et à bientôt.